Au fait, la crise du conflit intercommunautaire Teke-Yaka a débuté pratiquement depuis juin 2022 dans l'espace du Grand Bandundu, plus précisément dans le territoire de Kwamouth. Et la raison principale, c'était d'abord le conflit lié aux redevances coutumières. Mais cette crise, malheureusement, avec le temps, s'est complexifiée et s'est étendue dans diverses zones des 3 provinces qui sont issues du démembrement du Grand Bandundu. Il s'agit de la province du Kwilu, de la province du Kwango et de la province du Mai-Ndombe, avec des conséquences humanitaires multiples. Voici les bancs que vous voyez là-bas. Au fait, c'est avec l'appui du gouvernement central au niveau national de l'EPST que nous venons de fournir 10 000 bancs à la province du Congo pour apporter aussi une réponse aux effets induits liés à la gratuité des enseignements. Il y a eu vraiment l'implication personnelle du gouverneur de la province qui, ensemble avec les députés et la division provinciale, se sont décidés de répartir ces bancs aux différents territoires de la province du Congo. Nous saluons cette initiative du gouverneur car il y aura quand même une réponse qu'il aura apportée dans les 5 territoires. Oui, les 5 territoires du Congo, il y a le territoire de Kenge, le territoire de Popo Kabaka, il y a Feshi, Kaemba et Kasongolundu. Les déploiements de bancs ont déjà commencé vers les provinces. Là, nous sommes à la rentrée scolaire. Tout à fait. C'est donc dans le cadre de la Caritas Développement Diocèse de Kenge. Je suis Abbé William Lupanda, le coordonnateur de la Caritas Développement du Diocèse de Kenge. Moi, je suis M. l'abbé Charles Mouyolo, coordonnateur adjoint de la Caritas Développement Kenge, mais aussi directeur du bureau diocésain des œuvres médicales. Dans ce diocèse de Kenge, dans cette région, on a parlé de déplacés. Il y a des enfants venus de Kwamouth ou de la région à cause du conflit Teke-Yaka qui doivent bénéficier aussi de ces bancs. Est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Tout à fait. Nous pouvons quand même vous donner un aperçu de la situation humanitaire liée à ces conflits Teke-Yaka. Au fait, la crise du conflit intercommunautaire Teke-Yaka a débuté pratiquement depuis juin 2022 dans l'espace du Grand Bandundu, plus précisément dans le territoire de Kwamouth. Et la raison principale, c'était d'abord le conflit lié aux redevances coutumières. Mais cette crise, malheureusement, avec le temps, s'est complexifiée et s'est étendue dans diverses zones des 3 provinces qui sont issues du démembrement du Grand Bandundu. Il s'agit de la province du Kwilu, de la province du Kwango et de la province du Mai-Ndombe, avec des conséquences humanitaires multiples. Cette crise a provoqué l'aggravation de l'état de vulnérabilité des communautés et surtout
des populations locales en déplacement. Cette année 2025, depuis les mois d'avril et de mai, il y a eu malheureusement une résurgence de la crise. Il y a eu encore des incursions et des attaques des Mimbondo, pratiquement dans une de nos paroisses, au niveau de Mazasaï, dans l'aire de santé de Mazasaï, dans les territoires de Bakata, provoquant un déplacement en masse des populations. Et la situation est très déplorable, surtout pour les personnes de troisième âge, pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, pour les personnes surtout vivant avec handicap, pour les enfants. Et plusieurs enfants sont à des perfusions scolaires pratiquement. Et la situation humanitaire ne fait que s'aggraver. Ces femmes, ces hommes de troisième âge, ces enfants, ces filles, les femmes enceintes, les femmes allaitantes sont pratiquement abandonnés à leur triste sort. Les gens cherchent à se diriger vers des sites sécurs, des zones sécurisées, pratiquement dans les sites de Manzasaï et des villages environnants. À l'heure actuelle, nous sommes déjà au-delà de plus de 30 000 personnes déplacées dans ces petits sites, là sans recenser les autres coins, au nombre desquels nous avons recensé plus de 300 femmes enceintes. Plus de 300 femmes enceintes, les images sont là et vous allez les voir. Alors, jusque-là, il n'y a pas de grandes réponses apportées pour alléger un peu leurs difficultés et ces problèmes que la population est en train de traverser. Est-ce que le diocèse de Kenge, par vous ou par d'autres, ne donne pas une réponse plus satisfaisante? L'Église fait toujours la suppléance, n'est-ce pas? On a l'impression que les autorités politico-administratives ne réagissent pas comme il faudrait. Peut-être que l'Église, conformément à la tradition, à une certaine tradition ici chez nous, l'Église supplée dans ce cas-là, Monsieur les abbés. Tout à fait, il y a eu une réponse, mais il faut se dire qu'au regard de besoins multiformes que nous rencontrons sur le terrain, et la réponse apportée ne suffit pas. Mais au moins, il y a eu une assistance humanitaire apportée par l'Église, les diocèses personnellement, aussi avec l'appui du réseau Caritas. Vous avez la Caritas Congo et la Caritas Belgique qui sont venus en aide aux diocèses pour essayer un peu d'alléger la souffrance de cette population déplacée et rétablir dans leur dignité toutes ces personnes. Nous avons appuyé plusieurs personnes à Bandundouville, pratiquement dans les territoires de Bakata, à Kolokoso, même ici dans la cité de Kenge. Oui, l'Église catholique ne pouvait pas rester indifférente face à cette crise humanitaire qui la secoue. Et d'ailleurs, l'Église est toujours à côté des pauvres, l'Église est toujours à côté des vulnérables, l'Église est toujours à côté des marginalisés. Et l'Église de Kenge est l'Église qui, au fait, a reçu et continue à recevoir toutes ces personnes déplacées. Tantôt là, nous venons vous dire que notre diocèse est à cheval de 3 provinces issues des démembrements de la province de Bandundu. Et la crise a commencé dans le Kwamout. Et dans cette zone, nous avons des communautés, nous avons des paroisses, nous avons des œuvres sociales. Et toutes ces personnes-là, une fois quitté le territoire de Kwamout, se sont déversées dans la province du Kwilu. Et là, dans le Kwilu, nous avons beaucoup de paroisses, nous avons beaucoup de structures qui ont accueilli ces déplacés jusqu'à nos jours. Ou par exemple? Oui, nous avons Bandundouville. Dans Bandundouville, ils ont un site à Malébo. Et tous ces déplacés-là, il y en a qui sont dans nos écoles, dans les centres paroissiales. Et puis, ils cherchent même de quoi manger auprès de toutes ces communautés. Et comme Caritas, nous avions interpellé tous les responsables des Caritas paroissiales pour venir en aide dans la mesure du possible de toutes ces personnes avec les moyens de bord. Et comme Caritas institution, nous avions avec les moyens de bord que nous pouvons disponibiliser pour soutenir l'action de Monseigneur l'évêque, et ensemble avec lui, nous avions donné une assistance humanitaire avec Monseigneur l'évêque à Kenge ici, et à Bandundouville,
mais aussi ensemble avec Monseigneur l'évêque qui, au fait, n'a pas hésité en aucun instant d'aller au chevet de toutes ces personnes jusque dans les territoires de Kwamout, en passant nuit dans des conditions un peu difficiles, lorsque ils ont fait une tournée ensemble avec son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, mais aussi avec Monseigneur Donatien Tchole, qui est le secrétaire de la CENCO. Alors, la crise est multisectorielle et l'assistance est minime y égard la complexité de la crise. Et le diocèse a encore apporté une grande assistance médicale à toutes ces personnes malades, et à toutes ces femmes enceintes, tout ça, et à tous les enfants abandonnés. Et Monseigneur a instruit tous les établissements de soins de santé de son diocèse de prendre en charge toutes ces personnes déplacées qui sont dans la situation de vulnérabilité sans aucun sou. Et le diocèse a soigné, que ce soit ici à Kenge, à l'hôpital de référence, que ce soit à Bandung, dans les établissements de soins de santé, les centres de santé, toutes ces personnes ont été prises en charge gratuitement par le diocèse. Est-ce que votre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, ne prend pas contact avec les autorités politico-administratives, par exemple, pour aller plus en profondeur, au-delà de l'assistance humanitaire dont vous êtes spécialiste comme Caritas diocésaine? Est-ce que l'Église, par votre évêque, ne peut pas faire mieux que cela? Je veux dire, agir plus en profondeur, c'est-à-dire en amont. Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je dirais d'abord ceci. Moi, en tant que directeur du bureau de CDZ médical, cette crise nous a pratiquement plongé dans le désespoir, mais aussi a détruit beaucoup de nos infrastructures sanitaires, notamment à Bissiala, dans les territoires de Kwamout, à Kingalamatele, à Ngui, dans les territoires de Bagata. Nos établissements de soins de santé, c'est-à-dire nos centres de santé, ont été pillés de fond en comble. Par les assaillants, mais aussi par les personnes mal intentionnées et non encore identifiées. Donc ils ont pillé, et à l'heure actuelle, les centres étaient même abandonnés, fermés, et maintenant avec la paix précaire qui règne, la population a commencé à faire les mouvements de retour, mais ils n'ont pas de structures de santé qui pouvaient quand même accepter de les accueillir pour leur prise en charge. Et aussi certaines femmes continuent à accoucher même sans la présence d'un personnel formé, sans médicaments de première nécessité, et on enregistre beaucoup de cas de décès, que ce soit de la maman, que ce soit aussi des enfants. Alors, par rapport à la question qui nous a été posée, je dirais ceci, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, depuis que la crise a commencé, les ménages, il fait beaucoup d'efforts par son management, par les plaidoyers qu'il est en, et par certains contacts qu'il renoue avec certaines autorités. Et d'ailleurs, en 2023, parce que la crise a commencé en 2022, Monseigneur a réuni ici à Kenge, dans son évêché, la plupart des autorités, que ce soit les autorités, toutes les autorités de l'espace Grand Bandundu, ceux qui sont dans les diverses institutions. Et les chefs religieux, on a vu des images des chefs religieux à un moment. Oui, les chefs religieux, on va y revenir, mais d'abord les premiers colloques, c'était entre les autorités issues de la province de l'ex-Bandundu. Donc des ministres, des sénateurs, des députés, ainsi de suite, les chefs coutumiers, les chefs de groupement, les autorités provinciales, tout ça, et l'Église. Alors ils sont passés plus de temps à l'évêché pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette crise cesse et que la population vive en paix. Et à l'issue de cet entretien avec toutes ces autorités, alors il y a eu un point de presse pour dire que nous ne voulons pas la guerre chez nous, nous voulons la paix. Et c'est une initiative qui a été saluée par beaucoup de gens,
par beaucoup de personnes et qui, au fait, a conçu comme un cahier de charges et que ces autorités ont amené auprès des autres instances. Alors, le deuxième grand entretien, c'était avec l'Assemblée épiscopale des évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa qui a eu lieu à Kenge. Alors, cette assemblée, en marge de cela, il y avait aussi des problèmes de la crise sécuritaire qui secouent les diocèses de notre grand espace de la conférence épiscopale de Kinshasa. Alors, il y a eu des recommandations qui ont été formulées, mais aussi il y a eu un message fort qui a été lu devant toutes les autorités pour dire que trop c'est trop, il faudra retirer votre main noire de notre province ecclésiastique de Kinshasa. Mais, quand ça ne tient, l'évêque continue aussi avec les lettres pastorales, avec les entretiens qu'il a avec certains curés, avec certains responsables locaux, ainsi de suite, pour leur envoyer un message de paix. Alors, la province ecclésiastique de Kinshasa dont vous parlez sont des diocèses en fait du Grand Bandundu, du Congo central et l'archidiocèse de Kinshasa, on peut les citer. Oui, nous avons dans l'espace Grand Bandundu les diocèses d'Inongo, diocèse de Kikwit, Popo Kabaka, Idiofa et Kenge. Alors, dans les diocèses du Congo central, nous avons le diocèse de Kisantu, le diocèse de Matadi, le diocèse de Boma. Et il faut ajouter l'archidiocèse de Kinshasa. Alors, autre activité déployée par l'évêque de Kenge en vue de résoudre en amont, j'y reviens, en amont et en profondeur, la crise. Merci beaucoup pour continuer, mon confrère. Et parmi les initiatives amorcées par Monseigneur l'évêque, il y a eu, je pense pour la première fois, comme lui l'a dit, un forum qui a réuni tous les chefs coutumiers Téké avec leurs compères, les chefs coutumiers Yaka. En quelle année? À l'issue duquel il y a eu même une messe qui a été célébrée pour la réconciliation de tout cela. En quelle année c'était? Début 2023. Deux ans après, pas de solution. À la cathédrale. Il est vrai que la situation, quelque part, va de mal en pis au regard de l'extension, comme nous l'avons dit, de ces phénomènes Mombondo. Au départ, c'était dans un petit noyau. Mais maintenant, la situation a pratiquement atteint, comme nous l'avons dit, diverses zones de nos trois provinces. Et vous savez aussi que même au niveau du Congo central, il y a aussi des zones qui sont tellement affectées et Kinshasa aussi. Alors la situation, c'est vrai, est alarmante. Ça provoque l'insécurité. Et grâce au plaidoyer aussi mené par les évêques et à la conscience des autorités de la place, nous constatons aussi un renforcement de la sécurité parce qu'il y a un déploiement maintenant de militaires en grand nombre sur la route nationale numéro 1, mais aussi sur l'axe Mongata-Bandundu, où on a eu aussi à déployer un peu beaucoup plus de militaires. C'est ce qui fait que le phénomène Mombondo, bien que de manière, je peux dire, intempestive, où ils essayent de frapper sur des grandes artères, mais ils sont plus maintenant retranchés vers le fin fond à la suite de cette pression militaire qui s'exerce sur eux. Et au niveau des autorités, elles ne se limitent pas là. Il y a aussi cette tentative de la conscientisation de certains Mombondo, ceux qui reviennent de leur gré pour abandonner un peu cette violence et aussi intégrer les structures mises en place par les gouvernements afin de leur encadrement et récupération. C'est ce qui fait qu'au niveau de Kouango, il y a pratiquement un site qu'on a ouvert pour récupérer tous ces égarés. Et à notre connaissance, on aurait déjà atteint plus de 3000 volontaires Mombondo qui se sont rendus et ont accepté de déposer les armes. Seulement, ce que nous déplorons, il n'y a pas tellement de mesures d'encadrement et d'accompagnement de ces volontaires. Il serait quand même souhaitable que les autorités politico-administratives puissent aussi mettre en place des mesures d'encadrement et d'accompagnement de ces miliciens. Et sinon, après un temps, s'ils se sentent abandonnés, ils peuvent encore reprendre leurs activités nuisibles. Monsieur les abbés, prêtres
du diocèse de Kenge, responsable de l'enseignement social, si j'ose dire, surtout de la pratique de la charité, c'est ça la caritas, ici au diocèse de Kenge. Voilà une situation qui perdure, une situation malheureuse, ce conflit que l'on attribue à des tribus, Teke et Yaka, mais peut-être que les chefs coutumiers vont dire qu'ils ont résolu tous leurs contentieux, tous leurs litiges. Vous avez dit, M. l'abbé, tout à l'heure, que l'évêque de Kenge avait réuni ses chefs coutumiers et qu'il y a même eu des chefs religieux, qu'il y a même eu une messe de réconciliation. Pourtant, vous avez dit aussi la situation empire, même si il y a cet effort de regroupement avec ces anciens miliciens, Mombondo, je les appelle miliciens comme ça, qui déposent les armes qui reviennent. Mais peut-être que les prêtres devraient se poser la question de savoir jusqu'où ils ont travaillé pour que personne ne prenne les armes. Est-ce que l'évangélisation marche ici? Merci beaucoup, mon père. Et là, nous posons tout de suite la réflexion de l'évangélisation qui est à la grande épreuve. Et comme pasteur, nous sommes tous obligés d'y réfléchir en profondeur. Il est vrai que comme prêtre, nous avons fait notre travail. Pour preuve, plusieurs de nous, si pas la quasi-totalité des prêtres qui étaient dans des zones de conflit, sont restés à leur église, dans leur paroisse, malgré les risques, les périls qui couraient sur leur vie. Ça prouve qu'on continue à porter nos frères et sœurs, qu'ils soient Teke, qu'ils soient Yaka, dans cette crise qui les secoue. De ce côté-là, il faut quand même reconnaître notre ferveur pastorale. Ça signifie que même dans le conflit qui devient très accentué, le prêtre est toujours présent pour apporter la paix, pour apporter le message de réconciliation, pour apporter le message de paix au sein même de ces communautés qui se battent. Mais qu'à cela ne tienne, il faut aussi tenir compte de la complexité de ces phénomènes. Il est vrai qu'au début, on a plus évoqué la situation de conflit intercommunautaire Teke-Yaka. Mais que dire de l'extension de ces conflits vers pratiquement le diocèse de Popo-Kabaka, où on a pratiquement, je peux même dire, une tribu mono-ethnique, les situations mono-ethniques, où il n'y a que les Yaka. Même là-bas, vous allez apprendre que les mêmes affres qui se faisaient vers le Kwamout continuent aussi là-bas. On continue aussi à tuer. Donc on a l'impression que les Teke sont en train de tuer les Yaka qui tuent aussi d'autres Yaka. Est-ce que par rapport à cela, il faut parler que de ces conflits intercommunautaires Teke-Yaka? Je pense que la situation est tellement complexe et il faut qu'on cherche les causes profondes de cette situation. Et parmi les réponses, il y a eu des menaces jusque dans le Congo central. Voilà, il y a eu même des menaces dans le Congo central. Nous pouvons même dire ceci, que parmi les victimes de ces conflits, il y a des Teke bien sûr en grande majorité, il y a aussi des Yansi, il y a aussi des Luba, il y a aussi des Yaka eux-mêmes, en grande majorité pratiquement vers Popo-Kabaka. Vous êtes informés. Actuellement, ce sont ceux-là qu'on est en train de tuer plus. Mais nous devons pousser loin la réflexion en tant qu'acteurs aussi de développement, nous qui sommes de la Caritas. Nous faisons face à une jeunesse paupérisée, à une jeunesse désœuvrée. Un grand taux de jeunes de nos contrées sont sans emploi, sont sans travail. Et lorsque ces jeunes ont affaire à des thèses aubaines, vous avez des gens qui leur proposent tous les avantages possibles derrière ce phénomène, c'est tout à fait normal qu'on assiste un peu à cette allégeance des gens vers ces phénomènes. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons la mission pastorale, nous continuons à sensibiliser nos jeunes, à sensibiliser les acteurs de conflit. Et vous savez que lorsqu'un conflit naît, on sait quand est-ce qu'il naît, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il termine. Mais il faut les efforts de tout le monde et de l'Église, que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église protestante ou toutes les autres églises et les acteurs de la société civile, les acteurs qui au pouvoir, nous tous, nous devons travailler main dans la main pour aller vers ces jeunes égarés. Mais nous devons aussi reconnaître qu'il y a aussi la main noire
dedans. Il y a aussi des récupérations. Il y a aussi des récupérations peut-être politiques. Et il faut qu'on pousse le raisonnement. Il faut qu'on pousse le raisonnement. Et il faut qu'on puisse aussi travailler à la réconciliation de toutes nos communautés, parce que nous devons travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une coexistence pacifique entre nos populations. Oui, effectivement, le coordinateur a bien peint le tableau de la complexité de la crise. Et moi, je dirais ceci, que initialement, les deux peuples vivaient ensemble et ils continuent encore à vivre ensemble. On n'a jamais connu ces problèmes de crise interethnique de Keyaka. Et il y a eu des alliances qui ont été formées entre ces deux peuples par le mariage. Et jusqu'à aujourd'hui, partout où nous sommes passés, que ce soit dans les territoires de Kwamouth, dans les territoires de Bagata, jusqu'à aujourd'hui, dans les centres d'accueil, on trouve toujours les deux tribus. Soit Teke, Yaka, ils sont ensemble. Même certaines familles d'accueil, Teke, mais qui reçoivent les Yaka et les autres tribus. Au niveau de la population, la crise n'est pas comme on pouvait l'imaginer. Donc les Teke et les Yaka, ils sont tous des frères et sœurs. Ils n'ont jamais eu de problème, quoi que ce soit. Et c'est à cela que les coordinateurs ont dit qu'il faut qu'on pousse la réflexion pour savoir, au-delà de ce qui a été peint, est-ce qu'il n'y a pas une autre main noire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres instigateurs qui cherchaient à opposer les deux peuples. Et cette complexité nous étonne par moments. Parce que les Teke, nous le savons, ils sont dans les territoires de Kwamouth. Et dans la province de Kwango, il n'y a pas de Teke. Et pourtant, de nos jours, et c'est là où on enregistre encore des atrocités de la même tribu, Yaka, contre les propres Yaka. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il faudra qu'on parle de la crise interethnique Teke-Yaka ou bien qu'on puisse redéfinir encore la nature de la crise? Alors, quelle que soit la nature, il faut prier pour la paix, il faut mériter la paix, il faut en parler. Absolument. Nous sommes obligés de prier. Prier et prier sans cesse pour que le Seigneur touche les cœurs, pour que le Seigneur amène la paix, pour que le Seigneur ravive encore son esprit dans le cœur de nos frères et sœurs, pour que nous comprenions tous que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous issus du Grand Bandundu. Nous avons vécu pendant des siècles ensemble. Qu'est-ce qui fait que, pour des histoires qu'on qualifiait de banales, qu'on puisse arriver à une telle situation? Et nous en profitons aussi pour lancer cette sonnette dans l'arbre. Comme nous l'avons si bien dit, la crise est multisectorielle. Ça nécessite aussi une réponse multisectorielle, couvrant pratiquement la protection, le besoin en vivre, l'éducation pour tous ces enfants abandonnés qui sont pratiquement dans une situation de déperdition scolaire. Or, ces enfants ont droit à leur scolarité, qui sont dans toutes ces zones, comme nous vous avons dit, dans tous ces sites, tous ces différents centres d'accueil. Il faut aussi une réponse dans le cadre de WASH. Ces gens sont sans eau potable. Ces gens sont exposés aux maladies d'origine hydrique et des messales. Il faut un accompagnement parce que vous savez, dans des situations pareilles humanitaires aggravantes, ça ouvre aussi les lits, ça donne les lits, ça prépare les lits à d'autres maladies beaucoup plus graves qui peuvent décimer encore cette population. Et nous vous avons dit jusque-là, par rapport à ce qui est répertorié sur l'ensemble du Grand Bandundu, en nombre de déplacés internes, on a déjà dépassé le seuil de 130 000 déplacés. Et dans le diocèse de Kenge, ce que nous avons déjà dénombré, nous sommes au-delà de 70 000 déplacés. Malgré les interventions ponctuelles, nous ne savons pas donner des réponses qui peuvent couvrir tout le besoin de ces déplacés. Merci. Merci, Monsieur les abbés. Courage et félicitations pour ce que vous faites déjà, pour ce que Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba fait dans son diocèse et pour ce que l'Église, au-delà du diocèse de Kenge, tente de faire aussi pour la paix, pour la justice également. Merci, Messieurs les abbés. Nous vous remercions.
comme motema mone comme là-bas, et 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 comme motema mone comme là-bas.